que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu un mishmash de mes 4-5 dernières années. Donc, c'est autant des résultats de recherche, principalement de ma thèse de doctorat, mais aussi des projets qu'on a en ce moment au Centre Jeunesse, en tout cas, on peut utiliser Centre Jeunesse entre nous autres, s'il vous plaît, de Montréal, puis celui de la Montérégie. Mais aussi toute la programmation de recherche qui va venir dans les prochaines années. Et moi, qu'est-ce que j'étudie finalement? C'est l'intervenant. Moi-même, je suis un ancien intervenant. Je travaillais avec Mme Pesan en Montérégie. J'étais intervenant pendant 10 ans au Centre Jeunesse avant de me lancer en recherche. Fait que j'ai commencé comme éducateur avant 2007, là, avant que la loi change. Fait que encore des unités fermées avec des jeunes de 9-12 ans. Faire ça 3-4 ans. Puis après ça, je suis devenu ARH à Léval. Mais aussi après ça, j'ai fait les mandats spéciaux, l'urgence DPJ, pour après devenir chef de service en réadap, donc en mise sous garde. En 10 ans, j'ai fait un petit peu la tournée des différents services en Montérégie. Mais je peux vous dire qu'à partir de mon deuxième quart de travail, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment... En tout cas, je ne savais pas comment gérer ça. Moi, j'ai fait une formation en criminaux. Je ne sais plus commencer maintenant, là. Mais en criminaux, quand tu arrivais dans une unité de 9-12 ans, puis c'était des jeunes avec des troubles réactionnels de l'attachement, puis tu ne savais pas nécessairement c'était quoi une désorganisation, quoi une unité de vie, bien, mon deuxième quart de travail, devoir faire des contentions pour des jeunes qui s'automutilaient et la violence vécue par tous mes collègues, je me disais, bien, comment ils font pour faire ce travail-là, comment ils font pour le faire aussi longtemps. Donc, ça m'a amené à travailler sur la violence vécue par les intervenants en protection de la jeunesse. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont encore intervenants ici, dans la salle, en contact? Bien, aujourd'hui, là, le dîner, peut-être que va passer un petit peu de travers, parce qu'on parle d'un sujet quand même assez lourd, puis c'est la santé psychologique des intervenants en protection de la jeunesse. Je vais pouvoir vous montrer des résultats de l'étude qu'on a faite en Montérégie avec un échantillon représentatif. Ça va vous donner un peu le portrait de la situation, puis vers où on s'en va pour aider les intervenants. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à distribuer des petits pamphlets d'une recherche qu'on a en cours avec vous. Puis, si j'ai le temps, je vais pouvoir en parler un peu plus durant la rencontre. Moi, j'allais vous dire, j'aime mieux qu'on interagisse pendant la rencontre plutôt que de garder les questions à la fin, mais là, je me suis fait ramener à l'ordre rapidement. Donc, ça vous va? On part? OK. En fait, ma thèse portait sur la violence et l'imputabilité vécue par les agents des forces de l'ordre et les gens du milieu de la santé et des services sociaux avec un volet particulier pour les intervenants en protection de la jeunesse. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment sur ces deux stresseurs-là, principalement sur la violence vécue et le stress lié à l'imputabilité. J'ai laissé tout de côté le stress qui peut être lié à la charge administrative, tout l'aspect remplir ses rapports, remettre ses rapports à bonne date, faire son pays dans les bons moments, pige, les formulaires, etc. Tout l'aspect du stress des tâches administratives, je ne l'ai pas abordé dans la thèse, mais quand même, aujourd'hui, vous allez voir un certain... ça ressort quand même dans nos données. Donc, comme Geneviève disait, je suis affilié au centre de recherche ici, mais aussi je suis affilié au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et plus précisément au centre d'études sur le trauma. Donc, on part. Le plan de la présentation, c'est que je vais vous présenter un peu... Oups. J'ai beaucoup d'animation dans cette présentation-là. Je suis désolé, des fois, ça peut donner mal au cœur. Mais bon. Je vais vous présenter les stresseurs, les principaux stresseurs que j'ai étudiés, les conséquences possibles de ces stresseurs-là, les facteurs de risque et facteurs de protection qui ont émergé de nos travaux, et je vous présente un peu le plan des meilleures pratiques et comment s'intègrent toutes les programmations de recherche à travers les meilleures pratiques. Donc, dans un premier optique, parlons des stresseurs. Le contexte de la recherche et de ma programmation de recherche, c'est que les intervenants en protection de la jeunesse sont parmi les ceux les plus exposés à la violence en milieu de travail. En fait, dans le ministère de la Santé et des Services sociaux, je vous dirais que les intervenants en protection de la jeunesse arrivent souvent dans les plus hauts, ceux les plus à risque, ceux qui vivent le plus de violence. En plus d'être vivre la violence au quotidien, bien, les intervenants en protection de la jeunesse sont exposés à du matériel traumatique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand vous avez choisi de travailler au centre jeunesse, vous avez choisi de ne pas aller, mettons, à la crèmerie puis faire des petites souris. Vous avez vu, là, quand ils font une boule de crème glacée avec deux petites oreilles en Oreo, puis on sert des souris à des enfants qui sont contents. Non, nous, on travaille avec des jeunes qui sont poqués, qui sont hypothéqués, qui ont vécu des histoires d'abus. Donc, on est exposé quotidiennement à des histoires de trauma. Mais en plus de ça, bien, les gens sont imputables de leurs décisions. Hein? Il y en a ici qui sont à la DPJ. On a même Madame la DPJ aussi. Je pense qu'on peut se demander qu'est-ce que l'imputabilité pour un intervenant en centre jeunesse. C'est-tu la loi? C'est-tu son ordre professionnel? C'est-tu M. Paul Arcan? C'est quand même un stress que les intervenants doivent vivre. Et puisqu'on écoute la radio, des fois, on dit « Hey, moi, qu'est-ce qui arrive si dans mon dossier, je fais une faute? Qu'est-ce qui va m'arriver après? » Donc, c'est
un stresseur qui est reconnu pour les intervenants en protection de la jeunesse. Ce qui fait que dans ce contexte-là, et là, voyez-vous, ici, c'est des illustrations là, de stresseurs. Voyez-vous ici une scène d'un intervenant qui veut aider un jeune qui se fait cracher au visage. Ou là, oups, excusez, j'ai mis la version anglaise, mais une réceptionniste, une intervenante qui est au téléphone avec un client, une cliente, et qui se fait insulter. Donc, c'est des représentations de violence au travail. Ce qui fait que d'intervenir dans un contexte d'autorité, en protection de la jeunesse, ça peut devenir un fardeau pour les intervenants. Et ce fardeau-là, il y a plusieurs conséquences possibles, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup de la fatigue de compassion et du trouble de stress post-traumatique. Hein? Je suis au centre d'études sur le trauma, le lien est là. En fait, c'est quoi les réalités du travail en centre jeunesse, mis à part, comme je vous disais, tout l'aspect du stress lié aux charges administratives? C'est que les intervenants sont exposés à de la violence de façon directe, à de la violence de façon indirecte, exposés à du matériel traumatique et l'imputabilité. Fait que là, je vous remets ce que je vous disais, mais là, ces quatre-là agissent sur l'intervenant. Et là, ici, bien, je peux aller rapidement parce que j'ai un auditoire qui connaît la réalité, mais vous pouvez voir ici, c'est issu de l'aspect qualitatif de ma thèse. Bien, voyez-vous, une mise en situation d'un cas de violence physique vécu par un éducateur en réadaptation. Hein, d'un jeune là, qui est vendredi, 5 heures, ça fait depuis 4 heures qu'il attend que son père arrive. Là, il est 5 heures, son père n'arrive pas. À 6 heures, son père n'arrive pas. Puis à 6h15, l'intervenant vient le voir et dire, bien, finalement, ton père ne viendra pas te chercher. Il a appelé puis il ne peut pas. Puis finalement, bien, l'intervenant, bien, il se fait agresser. Puis on me dit que c'est une petite agression. Puis là, le jeune fugue, mais quand même, c'est un niveau de stress que l'intervenant a vécu directement. Il y a aussi tout l'aspect de la violence verbale. Mais là, vous voyez un peu plus en détail l'image que je vous ai présentée tantôt, bien, d'une intervenante, d'une réceptionniste, d'une personne, on ne parle pas souvent des madames au contribution. Les madames, je dis les madames, vous entendez ce que je veux dire? Les messieurs ou les madames qui travaillent aux contributions. En ça, ceux qui appellent pour moi, mais là, vous nous devez tant d'argent. Mais là, ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas eu nécessairement des cours en relation d'aide, mais eux peuvent se faire insulter souvent par téléphone. Donc, c'est une forme de violence verbale qu'ils vont vivre. Et aussi, on pense peu souvent au fait d'être témoin de violence en centre de réadaptation. Avez-vous dans certaines de vos unités des cuisinières qui sont à même les unités? Bien, eux non plus ne sont pas formés en relation d'aide. Ils peuvent voir des situations comme ici, on voit un jeune qui se désorganise, qui lance là, son berlingot vers les intervenants, mais là, qui prend le couteau à beurre, puis qui se met à menacer les intervenants. Mais là, on le voit de la perspective de la cuisinière ici. Elle qui n'a pas la formation, elle peut s'imaginer plein de trucs qui vont arriver avec le couteau. Est-ce que l'intervenante va être poignardée, etc. Donc, c'est des facteurs de stress. C'est la violence au quotidien. Si on regarde en chiffres, ici, c'est vraiment plus au niveau santé, services sociaux, bien, c'est 15 à 75 % des intervenants dans le milieu de la santé et des services sociaux qui vont vivre la violence verbale, et ça de façon hebdomadaire. Donc, au moins une fois par semaine. C'est 2 à 29 % qui vont vivre la violence physique, et ça, c'est plus annuel. Mais quand on regarde les chiffres canadiens, bien, 33 % des incidents de violence au travail, à travers le Canada, ont lieu dans le milieu de la santé et des services sociaux. Et quand on regarde les chiffres, là j'ai marqué CSST, ça devrait être CNESST maintenant, c'est quand même 2 cas sur 3 qui atteignent les femmes. Donc les femmes seraient victimes de 2 fois plus de violence que les hommes dans le milieu de la santé et des services sociaux. Et quand on regarde à travers toutes les catégories d'emplois recensées par la CSST, la CNESST, bien, le personnel de la santé sont les plus affectés par la violence en milieu de travail. Si on continue en chiffres, je vous présente une étude que j'ai faite dans le cadre de ma thèse, dans le fond, avec 301 intervenants en centre jeunesse en Montérégie. J'avais 84,4 % de l'échantillon étaient des hommes. Excusez, pas des hommes. Hey, là, je n'étais plus dans le bon centre jeunesse. C'était des femmes, tandis que 15 % étaient des hommes. Voyez-vous, 46,5 % travaillaient à l'interne, le reste à l'externe. Donc, à l'externe, on avait quelques-uns éducateurs à l'externe. La plupart étaient des ARH. Je vous épargne là, les procédures d'échantillonnage, mais en fond, on peut voir qu'on avait un taux de réponse au questionnaire de 42,2 %, puis l'échantillon était représentatif de la population des intervenants du centre jeunesse de la Montérégie. Si on regarde en chiffres, c'est quoi la violence qu'ils vivent? Mais là, vous avez 15 types de violences différents vécus par les intervenants en protection de la jeunesse. Et là, pour vous aider à lire, on va regarder qu'est-ce qui est élevé et qu'est-ce qui est faible. Je vous laisse 15 secondes. C'est pas un moment de silence. OK. Quand on regarde quel type de comportement les répondants, les participants du centre jeunesse dans Montérégie
vivent le plus souvent, c'est de la violence indirecte, avec une fréquence élevée, donc c'est quasiment chaque jour. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la violence indirecte? Des claquages de portes, des jeunes qui crient, des parents qui, je sais pas moi, qui jouent des brancards. Et après ça, tous les comportements passifs-agressifs de la clientèle. Encore une fois, c'est 99% des répondants disent en avoir vécu et de façon élevée, donc presque à chaque jour. Si on regarde par la suite, le plus orangé, les comportements qui reviennent le plus souvent, c'est les comportements d'humiliation envers l'intervenant et ensuite les comportements de provocation, avec dans ce cas-ci une fréquence modérée. Donc, on pourrait dire peut-être là, une fois par semaine ou aux 2 semaines. Et ensuite, là, le jaune, est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux jaunes? Oui. En fait, bien les menaces verbales, l'intimidation physique, la destruction de matériel, les comportements d'automutilation mineure et les comportements de violence physique qui n'entraînent pas de blessure pour l'intervenant. On voit qu'après ça, c'est le 3e type de violence le plus souvent vécu, mais avec une fréquence faible. Donc, c'est environ 1 fois par mois. Et ensuite, on a les événements beaucoup plus graves au niveau de la violence, au niveau de la gravité objective, mais qui arrivent beaucoup plus souvent. Qui arrivent beaucoup moins souvent et à moins de monde, excusez-moi. Donc, physique avec blessure, automutilation majeure, et les tentatives de suicide, harcèlement sexuel et agression sexuelle sont des cas très rares et très isolés. Donc, ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les intervenants en protection de la jeunesse vivent de la violence de façon quotidienne, mais de la violence avec une gravité objective assez faible, mais quand même récurrente. Je vous présente les ressorts. Tantôt, vous allez voir les conséquences qui viennent avec ça. Le problème avec la violence en milieu de la santé et des services sociaux, c'est qu'elle est banalisée. Hein? Ça fait partie de la job. C'est notre job, nous autres, de les aider. Qu'est-ce qui arrive avec le phénomène de normalisation et de tabou, vous allez voir aussi. Qu'est-ce qu'on entend par la normalisation? C'est que pour les intervenants, ça fait partie de l'emploi. Même qu'on va justifier les comportements agressifs de la clientèle. Il y en a même qui vont aller jusqu'à prendre le blâme. Ah, je me suis fait agresser parce que je n'ai pas nécessairement agi de la bonne façon ou je n'ai pas intervenu de la bonne façon avec ce client-là. Je savais que tel père ou telle mère pouvait être agressif, pouvait sauter. J'aurais dû intervenir à 2, j'aurais dû prendre des précautions, mais non, j'ai voulu aller trop vite. Donc, les gens vont prendre le blâme. Donc, ils vont normaliser. Vous allez voir tantôt les conséquences sur la santé psychologique. La normalisation, je peux vous le dire tout de suite, ça peut devenir un facteur de protection pour certains intervenants. Par contre, le deuxième aspect de la banalisation, c'est le tabou associé à « je suis victime de violence, puis moi, je gère ça mal ». On a fait une étude, je vais vous aller dans la liste de bibliographies que vous avez faite, merci. On voit que les gens, les intervenants qui perçoivent un tabou au fait de se plaindre de la violence qu'ils ont vécue en milieu de travail, de fait que si moi, je me dis hey, « je suis pas à l'aise avec cette violence-là, là, je peux pas en parler parce que là, mon collègue va penser que je suis une plante verte ». On me disait ça dans le temps quand j'ai commencé à dire que lui, c'est une plante verte, pas de moi. Là. Tu sais, quelqu'un là, qui se tale devant la violence, oh, c'est une plante verte, tu ne t'offres pas à rendre. Mais les gens qui perçoivent ce tabou-là vont développer 2 fois plus de détresse psychologique au travail que ceux qui ne perçoivent pas ce tabou-là. Donc, c'est quoi la peur d'être stigmatisé? C'est que le fait de se plaindre, ça va à l'encontre de la culture professionnelle. On est là pour les aider, ces clients-là. On n'est pas là pour se plaindre. On n'est pas là pour commencer. Ah, puis ça amène tout le débat. Jusqu'à combien d'agressions un intervenant doit être victime jusqu'à temps qu'on fasse une plainte policière? Ça va dessus avec son plan d'intervention. C'est quoi le sens clinique de la plainte policière, etc. Je vous lance ça comme ça. Aussi, le fait de se plaindre, ça va à l'encontre des attentes et des attitudes du rôle de l'aidant. Et aussi, c'est comme je vous disais tantôt, la crainte d'être perçue comme la plante verte, hein, ou d'être pas faite pour ce job-là. Si on regarde les données de la Montérégie, au niveau de la normalisation, on voyait que 71% des répondants nous ont dit que la violence grave est normale. Puis qu'est-ce qu'on avait défini comme violence grave? C'est de la violence physique avec lésion. Donc 71% disaient que ça fait partie de l'emploi. Puis même que dans les entrevues qualitatives, hein, puis on a Gabriel derrière qui travaille sur les entrevues qualitatives, on voit beaucoup que dans l'optique de carrière, les gens s'attendent à au moins une fois dans ma vie, là, je vais en manger une bonne. Fait on s'attend à ça. Donc, on a l'aspect de la normalisation. Tout l'aspect du tabou, par la suite, on leur a demandé est-ce que vous pensez être jugé par vos collègues si vous plaignez de la violence en milieu de travail? On voit ici que 17% des répondants ont dit oui. Et là, si on vous ramène à vos stats, hein, on voit qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Il y a presque 2 fois plus d'hommes qui ont peur
d'être jugés par leurs collègues s'ils se plaignent que les femmes. Et là, on se rappelle qu'il y en a de moins en moins de gars en protection de la jeunesse. Fait que là, qu'est-ce qui arrive si moi, à 6 pieds 2, le gars dans mon équipe d'éduc, je me plains de la violence vécue par un petit bonhomme de 9 ans, tu sais, qu'est-ce qui va arriver de mon image dans mon équipe? Puis quand je travaillais à l'évaluation, nous autres, tu connais mes chefs de ce temps-là. Mais à chaque fois qu'il y avait un parent violent, ben vas-y avec Steve. Vas-y avec Steve. Vas-y avec Steve. Fait que là, c'était dur après ça de dire, j'étais un peu mal à l'aise de tout le temps entrer en confrontation puis de devoir intervenir en situation de crise. Un autre score, par contre, que là, la Montérégie a moins aimé quand je leur ai montré, mais c'est que 37 des répondants craignaient être jugés par leurs supérieurs. Si en supervision clinique, ils disent, ah là, je suis vraiment pas à l'aise avec le contexte de la violence de ce client-là. On vient de tantôt. Et 50 ne connaissaient pas la politique ou la procédure en cas de victime de violence au travail ou en cas d'événements traumatiques au travail. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la perception de la violence. Juste pour vous dire, je vous rappelle, les gens qui percevaient un tabou, peu importe homme ou femme, développaient 2 fois plus de conséquences psychologiques suite à un événement potentiellement traumatique. On a parlé beaucoup de la violence, mais après ça, on peut parler de l'exposition à du matériel traumatique. Et vous le savez, je vous en ai parlé en entrée de jeu, mais ça, c'est tout à rapport à la négligence, l'abus sexuel, l'abus physique, les mauvais traitements psychologiques qu'on va discuter dans les entrevues avec les clients, des lectures de rapports psychosociaux et des discussions cliniques. Mais ça, c'est vécu comment par nos intervenants? Je vous dirais que le sondage montre que c'est dans les autres moments le matériel traumatique des clients vont ressurgir plus qu'en entrevue et plus qu'à la lecture des rapports. Et c'est quoi les autres moments? Bien, c'est tous les moments de vécu partagé, de discussion clinique, qui vont avoir à revenir. Dans le cadre d'une évaluation, qui vont aller parler avec un tiers, puis un autre tiers, puis un autre tiers. Et là, toutes les histoires d'abus vont sortir. Donc ici, vous voyez que finalement, ce n'est pas nécessairement en entrevue ou dans la lecture de rapport que les intervenants sont exposés à du matériel traumatique. Vous allez voir tantôt la conséquence sur la santé psychologique. Et il vient à le fameux stress lié à l'imputabilité. Mais c'est quoi ça? Tout ce qui a rapport à la gestion de risque, au devoir de traiter, au fait qu'il y a plusieurs lois, plusieurs ordres professionnels, l'institution qui vient un peu baliser le travail de l'intervenant et surveiller ce qu'il fait. Et là, c'est surtout dans l'aspect de reddition de compte ou justification des actes posés envers, soit envers le client, envers les collègues, le superviseur, le tribunal. Et là, d'habitude, je mettais le phénomène Paul Arcand, mais vous comprenez qu'un intervenant en protection de la jeunesse écoute souvent M. Paul Arcand le matin. Moi, je me rappelle quand je faisais la thèse, il y avait eu le cas d'un placement en famille d'accueil en Outaouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez les propos qu'il pouvait tenir le matin à la radio. Là, j'étais comme « Hey, gars, j'aimerais pas ça de ces intervenants-là à la maison. » C'est tout pour me ramener au travail. Mais on a quand même passé un questionnaire pour voir un peu comment les intervenants se sentaient imputables. Et là, je vous montre ici en accord, dans le fond, en rouge, si on regarde les scores, avec chacun des items, 39 % disaient qu'ils ont souvent justifié les raisons qui poussent à faire certaines choses au travail. Et juste en lisant les chiffres, est-ce qu'on veut aussi non plus aucune imputabilité pour un intervenant en protection de la jeunesse? Fait que là, il faut nuancer. Mais vous allez voir tantôt les conséquences. 36 % disent, dans le fond, si les choses au travail ne vont pas comme elles devraient, la haute direction me le signifiera. En grande partie, le succès de mon équipe de travail repose sur mes épaules. Seulement 7 % rapportaient vivre ce stress lié à l'imputabilité. Ensuite, 81 % disaient que dans l'ensemble, leurs efforts au travail sont très importants. Ensuite, 16 % collègues subordonnés supérieurs hiérarchiques scrutent étroitement mes efforts au travail. 44 % je suis considéré hautement imputable pour mes actions au travail. Et 43 % la haute direction me considère imputable pour toutes mes décisions. Je vous avoue que là, je regardais ces scores-là. Je disais, bon, mais qu'est-ce que ça me dit de plus, ça, finalement? Fait que finalement, il a fallu regarder les entrevues qualitatives. Les entrevues qu'on a faites avec 30 intervenants. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les intervenants se sentent imputables du résultat et non des moyens utilisés. Donc, ils veulent un certain succès thérapeutique. Et je n'ai pas besoin de commencer à vous parler que le succès thérapeutique est très difficile à évaluer pour un intervenant, surtout s'il le voit juste dans 1 an. Puis en même temps, à quel point il peut s'accorder une part du changement, etc. Donc, on voyait vraiment qu'un stress lié à l'imputabilité venait d'une obligation de résultat qui s'impose lui-même plutôt que l'obligation de moyens. Oh, excusez, j'ai accroché le... C'est bon.
Je ne vous ai pas vu sauter avec les écouteurs dans le fond. Je vous ai parlé des stresseurs. Maintenant, arrivons-en aux conséquences. Et c'est sûr que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment étudié 2 conséquences en particulier, soit la fatigue de compassion et le trouble de stress post-traumatique. Mais avant, il faut un petit peu faire, c'est quoi la différence entre un événement qui est considéré stressant au travail et un événement qui est considéré traumatique? En fait, un événement stressant, ça vient vraiment de la perception du travailleur. Mais il n'y a pas nécessairement une menace à son intégrité physique. Genre, si mes suivis d'activité dans la pige ne sont pas à jour, bien, c'est plus un événement stressant qu'un événement traumatique. À moins que tu sois appelé d'aller au tribunal, parce qu'en tout cas, j'embarque pas là-dedans. Il y en a qui me comprennent. C'est bon. Et les événements stressants sont surtout liés à l'épuisement professionnel, donc le burn-out. Par contre, on a aussi tous les événements traumatiques que je vous ai présentés, toute la notion de la violence au travail, l'exposition à du matériel traumatique. Un événement traumatique, c'est un événement soit qu'on vit, soit qu'on est témoin de, soit qu'on apprend qu'il est arrivé à quelqu'un. Par exemple, j'ai une jeune que je suis, elle a fait une tentative de suicide la fin de semaine dernière. Ça peut devenir un événement traumatique pour l'intervenant. Et où qu'on est exposé à répétition. Donc, le fait de recevoir des petits coups de pied, mais à répétition, ça peut causer un événement traumatique, donc l'accumulation. Donc, c'est une menace à la vie ou à l'intégrité physique. Voyez-vous, il y a de la notion d'intégrité physique, pas nécessairement juste la vie. Et on sait que 76 de la population générale, donc 3 personnes sur 4 ici, va être exposée à au moins un événement traumatique dans sa vie. L'événement traumatique amène 2 troubles, soit l'état de stress aigu et l'état de stress post-traumatique. Il faudrait dire maintenant, là, depuis le DSM-5, le trouble de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique. Connaissez-vous la différence entre les deux? Non? Bon, on va en parler d'abord. Comme je vous disais tantôt, rapidement, je passe l'épuisement professionnel, je vais pouvoir y revenir, mais c'est associé à l'accumulation d'événements stressants qui est lié à une intensification graduelle de sentiments négatifs à l'endroit du travail. Hein, le burn-out, un sentiment d'échec, d'incompétence, ça ne nous tente plus d'aller au travail, on est amotivé, on est démotivé, etc. Et qui est lié plus à un stress chronique et à des symptômes dépressifs. Et par la suite, on a ce que je vous disais, le trouble de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique. Un intervenant vient vivre un événement traumatique ou potentiellement traumatique. Dans les 30 jours suivants, il est à risque de développer un trouble de stress aigu. Dans le fond, le trouble de stress aigu, c'est la phase 30 jours avant le trouble de stress post-traumatique. Mais qu'est-ce qui est important? Puis c'est pour ça, là, pour ceux qui sont au courant de la recherche qu'on est en train de mener, c'est pour ça qu'on les veut recruter les gens dans les 30 premiers jours. Parce qu'on veut les voir dans le moment qu'ils sont en trouble de stress aigu. Peut apparaître de 3 jours à 1 mois après un événement traumatique. Et en fait, c'est une phase très importante dans la prévention secondaire de l'émergence d'un état de stress post-traumatique parce que c'est ici qu'il faudrait avoir une bonne évaluation des intervenants pour pouvoir identifier quels ont besoin d'une intervention spécialisée puis lesquels le temps va faire les choses pour eux. Prévalence à vie, donc c'est 20 à 50 des gens qui vont avoir vécu un événement traumatique vont développer un trouble de stress aigu. Et pourquoi la prévalence varie autant? C'est que ça va dépendre du type d'événement traumatique. On sait que les agressions sexuelles vont avoir une plus grande prédisposition à faire développer un trouble de stress aigu comparativement à un autre événement. Mais on sait que 7 personnes sur 10, hein, de ceux-là, de nos 20 à 50 vont s'en remettre sans aucune aide. Donc, en l'espace de 30 jours, ils vont avoir des capacités individuelles ou environnementales, dans le fond, qui vont leur permettre de passer à travers cette phase de stress aigu-là. Mais par contre, il y en a 3 sur 10 que eux vont venir développer un trouble de stress post-traumatique. Et c'est là qu'il est important de les trouver, ces 3 sur 10-là. Et comment les trouver? C'est surtout dans la phase 2 à 4 semaines après l'événement traumatique. Si dans 2 à 4 semaines après l'événement traumatique, les symptômes liés à l'événement traumatique, par exemple des troubles de sommeil, des troubles de concentration, des flashbacks, des cauchemars liés à l'événement traumatique, restent d'un même niveau ou vont s'intensifier, oh, là, on a le drapeau rouge. C'est quelqu'un qui est à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est eux qu'il faudrait cibler. Et ceux, dans le fond, qui n'auront pas eu une intervention adéquate, bien, vont développer un trouble de stress post-traumatique. Et la prévalence à vie du trouble de stress post-traumatique, dans la population générale, c'est 9 %, mais c'est le double pour les femmes. Donc, il y a 2 fois plus de femmes qui vont développer un état de stress post-traumatique que d'hommes.
Par contre, les femmes vont s'en remettre beaucoup plus facilement d'état de stress post-traumatique que les hommes. Si on a le temps après, on fera les hypothèses pourquoi. Mais en fait, c'est beaucoup parce que, mesdames, vous n'êtes pas gênés d'aller chercher de l'aide. Tandis que les messieurs, on vu ça tout seul. Il y a plusieurs conséquences liées aux troubles de stress post-traumatique qui viennent de façon concomitante ou en comorbidité. Ouais, je l'ai eu. Donc, tous les aspects de détresse, d'émotions intenses, de symptômes chroniques. 63% vont développer des symptômes dépressifs jusqu'à développer une dépression majeure. 45% vont développer des troubles de consommation d'alcool. 41% vont développer des troubles de consommation de drogue. 26% vont être à risque suicidaire. Et après ça, il y a toutes les conséquences plus sociales ou personnelles. Donc, rupture d'une routine, arrêt de travail, difficultés financières, problèmes conjugaux, etc. Si on regarde en chiffres, mes intervenants de la Montérégie, on leur a posé la question, est-ce que dans la dernière année, vous avez vécu un événement traumatique, donc que vous considérez vous-même qui vous a affecté? Il y en a 300, je vous ai posé 301 tantôt, mais dans le fond, on en avait 310. Sur un N de 306, j'en ai 26 %. Donc, j'ai un participant sur 4 qui dit « Oui, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisé dans la dernière année. » Ici, là, vous voudrez le voir à l'envers. Il y en a 10 % par contre de ce 26 %-là qui n'a pas parlé à personne. Au moins, 90 % ont été chercher de l'aide. Et quand on regarde leurs tests pour voir à quel point ils pouvaient coter sur une échelle diagnostique de troubles de stress post-traumatique, 82 % de mes intervenants qui avaient vécu un événement traumatique n'avaient pas d'état de stress post-traumatique. 15 % cotaient moyen et 3 % cotaient élevé. Ça veut dire que j'en ai 18 % qui, s'ils avaient été voir un psychiatre, auraient pu recevoir le diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Donc, 18 % c'est élevé. Et ça, c'est des gens, je vous rappelle, qui ne sont pas en arrêt de travail. Donc, ils continuent à faire leur travail. Donc, je donne un exemple, l'évitement. L'évitement est un symptôme du stress un des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Je me suis fait agresser par un père. Je suis à Léval, chez eux. Et là, je suis en état de stress post-traumatique, je fais de l'évitement, je pense à ce père-là tout le temps, etc. Et là, hop, j'ai un cas d'un. Fait que là, il faut que j'aille évaluer un père violent chez eux. Là, ça va mal. Je suis déjà en hypervigilance, je suis déjà en évitement. Donc, à quel point ça peut avoir des impacts sur la prestation de service? Ou ça peut être un éduc, qui est en hypervigilance, qui est en trouble, puis là, qui est avec un jeune qui est en trauma complexe, en hypervigilance, puis a dit « Hey, il faut t'animer art aujourd'hui. » Ça va aller bien, on va parler de la gestion de la colère, ça devrait bien aller ensemble. En tout cas, je vous dis ça comme ça, mais si on a le temps d'en parler, on pourra. Je vois le temps qui file, mais sinon, j'avais passé aussi des tests là, par rapport à leur santé mentale. Non, je pense qu'on n'a pas le temps, OK? Le temps va vraiment vite. Donc, toute la pression, je vous ai parlé du trouble de stress post-traumatique, mais on parle maintenant, est-ce que ça vous dit quelque chose, le concept du fatigue de compassion? Oui. C'est un concept là, que je vous dirais qui est utilisé un peu partout, mais qu'on n'a pas vraiment une définition commune de qu'est-ce que c'est. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça amène une certaine érosion de notre capacité d'aider à travers le temps. Sauf que depuis 2009, il y a Stam qui travaille beaucoup sur le concept et elle a dit, bien, OK, on va se faire une dénomination commune. Bien, fatigue de compassion, c'est le trouble de stress post-traumatique et l'épuisement professionnel ensemble. Et je trouvais que ça reflétait beaucoup tout l'aspect de l'intervenant en protection de la jeunesse qui peut vivre des événements très extrêmes, mais aussi qui a toute la charge du stress lié à l'imputabilité et l'exposition chronique à de la violence moins grave. Donc, la fatigue de compassion, quelles sont les conséquences liées à la fatigue de compassion? Bien, voyez-vous, il y en a plusieurs pour le travailleur. En premier lieu, il y a l'épuisement professionnel, il y a le trouble de stress post-traumatique qui amène une perte d'empathie, une baisse de productivité, des prestations de services inadéquates, du présentéisme. Vous savez, c'est quoi le présentéisme? Pardon? Tu es au travail, mais tu passes plus de journées sur ton Lotus à regarder le journal de je sais pas moi, de l'info nouvelle, puis là, tu le regardes toute la journée, plutôt qu'être en train de pouvoir être en relation d'aide. Arrêt de travail, détérioration du climat de travail, détérioration de la vie personnelle. Ça, c'est les conséquences pour les travailleurs. Donc, c'est sûr que par la suite, il y a des conséquences pour l'organisation. Donc, pour l'organisation, c'est quoi les conséquences? Bien, absentéisme, présentéisme, roulement de personnel. Je ne sais pas c'est quoi votre taux en ce moment. Le savez-vous? Je suis curieux, non? Vous ne connaissez pas. Bris de discontinuité de service, coût d'indemnisation, réputation ternie, perte de confiance et détérioration du climat de travail. Donc, la fatigue de compassion, je vous dirais que c'est réel et toutes les
conséquences que je vous présente, c'est les conséquences qu'on trouve dans la littérature et dans les revues systématiques et maintenant les méta-analyses. Donc, on le sait que ça a des impacts notoires, autant pour l'organisation, l'intervenant, que pour la clientèle. Par contre, il y a des études qui disent que ces conséquences-là affecteraient vraiment, là, mais vraiment à rendre dysfonctionnel seulement 5 des intervenants. Et 5 quand je regarde les chiffres, là, je vous disais tantôt c'est quoi votre chiffre, mais quand on regarde 5 ça correspond plus ou moins à ce qu'on retrouve en santé et services sociaux, là, les taux d'absence pour motifs psychologiques. Si on regarde l'échantillon en Montérégie, oui, excusez. Il y a aussi la satisfaction de compassion. Depuis tantôt, je vous parle de la fatigue de compassion, mais il y a l'inverse aussi. Ce qu'on appelle la satisfaction de compassion. Donc, si je vous regarde ici, je me dis, le coudonc, êtes-vous toutes ces pilules quand je parle de toutes ces conséquences-là, puis ça va-tu mal dans votre vie parce que vous êtes intervenant depuis 20 ans en centre jeunesse? Mais non, il y a l'envers de la médaille aussi qu'on appelle la satisfaction de compassion, qui est un peu tout le plaisir qu'on peut retrouver à aider quelqu'un d'autre, à sentir qu'on va faire un changement, qu'on contribue à la société. Donc, c'est l'envers de la médaille. Et là, ce que je voulais arriver, c'est vous présenter les chiffres de mes intervenants à Montérégie. Si on regarde, il y a un seuil plancher et un seuil plafond. Donc, de mes 310, j'en avais 22 qui étaient sous le seuil plancher en satisfaction de compassion. Donc, ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'en 2013, en Montérégie, tu avais un intervenant sur 4 qui n'avait plus aucune satisfaction à aider. J'ai entendu un shit, mais oui, je me suis dit la même chose. Puis à l'inverse, tu en avais quand même 17 que là, c'était la panacée. Là. Je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais on était dans les concepts similaires. Donc, on avait quand même presque 1 sur 5, par contre, que eux, là, c'était accompli, etc. Quand on regarde, par contre, les fatigues de compassion, si on regarde les deux symptômes associés, bien, l'épuisement professionnel, et là, ce qui est intéressant, c'est que tantôt, on avait demandé aux gens, avez-vous vécu un événement traumatique? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'est sûr, je vais vite, mais quand les perceptions, on banalise. Fait que c'est sûr que j'en avais juste 1 sur 4 qui disait, ben oui, là, mais les autres, ben non, j'ai rien vécu. Tandis que pour le même questionnaire, pour les mêmes symptômes, on n'a pas posé la question avant, est-ce que vous avez vécu ou non? Parce que ceux qui disaient non à l'autre test, c'était passé à la prochaine question. Fait qu'ici, on était les racheter. Donc, épuisement professionnel, c'est 22 qui était au-dessus du seuil plafond. Ça veut dire que tu avais presque un intervenant sur 4 qui était en épuisement professionnel et qui continuait à travailler. Et c'était 19 qui auraient pu coter un trouble de stress post-traumatique et qui continuaient à travailler. Mais là, la seule que je ne sais pas, c'est que c'est peut-être le même, qui est autant en trouble de stress post-traumatique qu'en épuisement professionnel. C'est quand même là, un intervenant sur 5, on peut dire, qui n'était pas nécessairement à son plein rendement. Les symptômes les plus souvent répertoriés, bien, au niveau de l'épuisement, c'est les gens se sentaient submergés par la tâche. Caseload trop gros, je ne sais pas comment je vais y faire, j'ai trop de rencontres, les présences au tribunal, les gens dans l'unité sont trop complexes, je ne sais pas comment je vais faire pour les aider. Épuisé de la relation d'aide, désengagement par rapport à autrui, mais pas seulement dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère personnelle. Ensuite aussi, on se sentait coincé par le système. C'était un des symptômes qui revenait le plus souvent par rapport à l'épuisement. Par rapport aux troubles de stress post-traumatique, on avait les pensées intrusives. Je suis à la maison, puis il y a plein d'idées d'un de mes clients, un de mes dossiers qui revient et qui me hante sans arrêt. L'hypervigilance, de l'évitement, troubles de sommeil, irritabilité. Des fois, on pensait aux employés défis, mais finalement, ils étaient en trouble de stress post-traumatique. Problème de concentration. Aviez-vous ça, cette terminologie-là, à Montréal, l'employé défi? OK. Problème de concentration et les sursauts. Par contre, là, je vous ai toutes présenté les conséquences, les stresseurs. Quand on regardait ça avec les analyses quantitatives, on pouvait voir des facteurs de protection et des facteurs de risque. Et là, je vous épargne tous les questionnaires qu'on a passés, mais qu'est-ce qui ressortait beaucoup? Et je prenais souvent votre exemple quand je faisais du transfert de connaissances. Tu sais, votre publicité, là, ici, je change le monde. Mais voyez-vous, l'adhérence à l'identité professionnelle, c'est quoi ça? C'est se reconnaître dans le rôle de l'intervenant, adhérer aux valeurs de l'organisation, sentir qu'on peut faire une différence. Bien, votre campagne publicitaire, ici, je change le monde, et rappeler que les intervenants ne sont pas juste là pour remplir pige, mais pour vraiment changer le monde. Mais ça avait un impact positif sur la satisfaction de compassion. Donc, plus les gens adhéraient à l'identité professionnelle,
professionnel de l'intervenant en protection de la jeunesse, plus il y avait une satisfaction de compassion. Plus les gens avaient confiance en leurs moyens par rapport à la gestion de comportements violents, plus ils développaient une satisfaction de compassion. Les gens qui étaient capables de faire du coping cognitif, donc de la réévaluation, donc soit en supervision clinique ou par eux-mêmes, qui avaient vécu un événement d'agression, mais qui étaient capables d'y donner un sens clinique. Là, vous allez me dire qu'ils normalisaient. D'une certaine façon, oui. Ça les aidait, par contre, à ne pas développer de symptômes négatifs par rapport à l'événement traumatique qu'ils ont pu avoir vécu. Et aussi, il y a toutes les attitudes, et là, je n'embarquerai pas dans le débat attitudes stéréotypées masculines ou féminines, mais j'ai passé aussi des tests à propos du genre. Il y a 4 genres. Genre masculin, féminin, androgyne et indifférencié. Ceux qui avaient des attitudes stéréotypées masculines, donc qui avaient des aptitudes à faire de la gestion du risque, à prendre des décisions, à tenir leur... je ne sais pas pourquoi j'étais habitué de parler en anglais, mais stand your ground, mais tu sais, qui prenaient position et qui étaient capables de le défendre, bien, eux avaient aussi beaucoup plus de satisfaction, de compassion. Et moi, quand je regardais cette attitude-là, ça me faisait du sens. Quand les intervenants en protection de la jeunesse développent des attitudes pour intervenir en contexte d'autorité, donc il faut qu'ils soient capables de maintenir une certaine ligne. Donc ici, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de satisfaction, de compassion. Quand on regardait les facteurs de risque et facteurs de protection pour l'épuisement professionnel, bien entendu, on voyait que plus les gens étaient exposés à la violence, plus ils développaient de l'épuisement professionnel. Donc, pas juste des troubles de stress post-traumatique, mais aussi l'épuisement professionnel. Le sentiment d'imputabilité était mon facteur qui causait le plus d'épuisement professionnel. Les hommes étaient plus susceptibles de développer un épuisement professionnel que les femmes. Et ceux qui travaillaient à l'interne, donc en centre de réadaptation, étaient plus épuisés que ceux qui travaillaient à l'externe, dans les familles. Et ici, on voit que pas mal les mêmes facteurs pour la satisfaction de compassion devenaient des facteurs de protection de l'épuisement professionnel. Donc, ici, je change le monde. Confiance en ses moyens versus la violence. Ceux qui étaient capables de prendre une distance par rapport au travail, qui n'étaient pas tout le temps collés dans l'aspect émotif, qui étaient capables de prendre une distance émotive par rapport à la clientèle ou qui étaient capables de fermer la switch. Puis on le voyait beaucoup aussi dans le qualitatif. C'est surtout les jeunes intervenants qui commencent, puis là, que leurs amis, c'est des jeunes intervenants, puis là, qui vont à bière, mais là, qui continuent à parler des clients, qui continuent à parler des colos, puis qui finalement peut arriver une certaine contagion, une contamination émotionnelle. Bien, ceux à l'inverse qui étaient capables de prendre une distance émotive, là, fermer la switch, bon, OK, c'est beau, je n'amène pas la job à la maison, eux avaient moins d'épuisement professionnel. Et ici, c'est les attitudes stéréotypées féminines qui était un facteur de protection. Donc, tous les gens qui étaient à la recherche de soutien, ceux qui allaient chercher du soutien étaient moins épuisés. Ceux qui étaient plus conciliants aussi étaient moins épuisés. Et finalement, quand on regarde les facteurs de risque et de protection par rapport au TSPT, on voyait que l'exposition à la violence causait le trouble de stress post-traumatique, mais aussi le sentiment d'imputabilité. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant et je continue à travailler là-dessus. Pourquoi l'imputabilité viendrait développer les mêmes symptômes qu'un trouble de stress post-traumatique? Parce qu'on s'entend que je ne pourrais pas rentrer ça dans un trouble de stress post-traumatique, ce n'est pas nécessairement les mêmes causes. Mais on voit que dans la symptomatologie, les gens ont autant de l'hypervigilance, des troubles de sommeil, des troubles de concentration. Et ça, vous en parlerez aux nouveaux intervenants à la DPJ la veille dans leur premier tribunal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment mal. Fait que je ne sais pas si c'est juste ceux qui ont répondu, mais bon. Et on voit aussi que tous les autres facteurs reviennent les mêmes. Pardon? Là, je vois qu'il reste 15 minutes, mais sinon, là, je vais passer les belles équations structurelles. Ça, c'est le trip de statisticien, là, tu sais. Mais je vais vous montrer un petit peu, là, j'avais travaillé beaucoup comment l'identité... Excusez, est en anglais parce que je viens de le présenter en anglais, je n'ai pas pu le traduire. Comment l'identité professionnelle vient médier et modérer, dans le fond, les facteurs de stress. Mais je pense que je vais le passer puisqu'il reste 15 minutes. Mais c'est un peu une autre manière de vous présenter les résultats que je viens vous présenter. C'est correct, ça, Geneviève? Oui, OK. À moins que tu voulais les voir. C'est bon, OK. Donc, j'essaie en 5 minutes là, pour vous laisser les temps pour les questions. À l'issue de tous ces stresseurs-là qu'on connaît en intervenant en protection de la jeunesse, mais aussi du milieu de la santé, les meilleures pratiques maintenant, ce qu'on parle pour prévenir l'émergence d'un trouble de stress post-traumatique ou d'une détresse psychologique au travail à cause de ces stresseurs-là, c'est un modèle en 3 temps. Donc, on va parler de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Et là, mon ancien directeur avait travaillé sur un modèle que je vous présente ici, justement un modèle comment intervenir à partir de quand. Donc, on parle ici avant l'occurrence des événements traumatiques en milieu de travail. Ça prend de la prévention primaire.
Ça, c'est quoi de la prévention primaire? Bien, c'est soit diminuer l'occurrence de la violence. Donc, je sais que M. Lafortune avait travaillé beaucoup sur PRISM. Comment vous... C'est ça, PRISM ici qu'on l'appelait? Mais tout pour diminuer les actes de violence, mieux les comprendre, faire la prévention situationnelle. Mais il y a aussi tout l'aspect de la préparation pré-traumatique. Donc, préparer... Oh! Je me suis dit qu'il fallait que je vous laisse du temps pour parler. 5 minutes. Mais c'est toute la préparation pré-traumatique. Donc, préparer les intervenants à dire, bien, dans ton travail, tu vas faire face à ces situations-là. Puis, tu sais qu'à Noël, quand tu vas commencer, là, ton mon oncle, ma tante, ils vont tous, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes-là? Puis, tu sais, là, tu vas te dire comment je vais vivre avec ça. Puis, tu as vécu des cas de violence, de désorganisation. Donc, les préparer aux conséquences, mais aux stratégies d'adaptation. Okay? Et ça, à l'université, là, ben moi, je peux dire qu'à l'Université de Montréal, en criminologie, je le dis, moi, j'ai oublié que le directeur était là, mais en psychoéducation, on le fait pas ou peu. Okay? Et quand j'ai commencé au centre jeunesse, il me semble que j'ai jamais eu de formation comme ça qui me disait, ben tu sais, tu as choisi un travail qui est un peu difficile et tu risques à un moment donné que tu te retrouves chez toi en position fétale, non j'exagère, mais que tu sais, tu trouves ça lourd, là, ou que tu sais, à un moment donné, là, tu vis là, tellement d'affaires lourdes, puis là, à Noël, ma tante, elle vient dire qu'elle a de la misère parce que le gars qui nettoie son driveway, il n'est pas venu. Là, tu dis, tu vas t'en parler, moi, de vrai problème, puis là, tu décompenses. Fait que ça prendrait de la prévention primaire. Par la suite, tu as la prévention secondaire, c'est tout l'aspect des premiers soins psychologiques. Donc, comment dépister les gens qui sont en trouble de stress aigu pour pouvoir intervenir rapidement avec des bonnes interventions pour pas qu'ils tombent en trouble de stress post-traumatique et qu'ils ne tombent pas en arrêt de travail ou en évitement, ou etc. Et ensuite, on a toute la prévention tertiaire qui est aider ceux qui ont développé des troubles de stress post-traumatique, mais avec une bonne aide. Une aide qu'on considère que c'est avec une approche probante. C'est bien beau, par exemple, aller au PAE, mais si l'approche de l'intervenant n'est pas nécessairement efficace pour traiter un trouble de stress post-traumatique, on va juste maintenir plus de temps dans cet état-là. Et on sait que plus les gens vont être en arrêt de travail longtemps, plus ça va être difficile de les ramener au travail. Donc, ça va être important d'avoir une prévention primaire, secondaire et tertiaire. Rapidement, on a des projets, en tout cas moi et les gens au Centre d'études sur le trauma, et avec vous, on a des projets pour les 3 niveaux. Donc, en prévention primaire, dans prévenir l'occurrence et préparer, éduquer les travailleurs, on a développé un petit site qui s'appelle violenceautravail.ca. Et si vous avez trouvé beau là, les petites illustrations que je vous ai montrées sur la violence, bien, en fait, sont toutes répertoriées sur ce site-là. C'est vraiment un site de sensibilisation. Et on en a un pour employés centre jeunesse. Donc, c'est des mises en situation où les gens peuvent aller les lire, puis ils peuvent voir bien, si cette personne-là a vécu de la violence et quelles sont les conséquences qu'elle a développées et comment elle a fait pour s'en sortir. Donc, je vous invite, si vous voulez aller voir, c'est gratuit. Et on l'améliore régulièrement. Mais moi, de mon côté, j'ai des projets qui s'en viennent. J'en ai un en ce moment. Et là, vous allez me dire, le lien est peut-être... Moi, le lien est évident pour moi. Pour prévenir la violence, en tout cas en centre de réadaptation, je veux me poser beaucoup de questions sur les mesures coercitives. Donc, si je vous ai dit qu'on avait un intervenant sur 4 en épuisement professionnel, en trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce qui arrive quand un jeune se désorganise? Bien, souvent, il va y avoir des contentions, des isolements. Donc, on a vu beaucoup de mesures qui ont été faites pour des stratégies alternatives pour diminuer les contentions et l'isolement. Mais je pense que maintenant, quand on regarde la santé psychologique des intervenants, peut-être que des fois, il y en a qui ont plus la mèche courte à cause qu'il y a un manque de soutien ou ne sont pas capables de parler de leurs difficultés. Donc, j'ai des projets à Montérégie sur les facteurs influençant le recours aux contentions et isolement. Et j'en ai un qui va s'en venir à Montréal. On attend juste que le financement rentre, mais qui va être plus sur les mesures éducatives disciplinaires, donc les retraits en chambre. Je ne sais pas combien de temps que certains gars peuvent passer en chambre, mais des fois, tu te dis, où l'intervention psychoéducative là-dedans? Et là, je vous avoue, c'est mon éditorial. Il va falloir aller l'évaluer. Mais c'est vraiment l'aspect de comment on gère ça, la violence. Oui, vous avez Oméga, mais à quel point Oméga peut aller plus loin, puis voir quand je suis vraiment rendu stressé, qu'il y a une situation violente, comment je peux intervenir de façon plus adéquate. Est-ce que j'ai une pratique réflexive? On apprend art aux jeunes, là, quand ils sont fâchés, de prendre un pas de recul puis leur rappel. Mais est-ce que l'intervenant fait la même chose quand il arrive à gérer une situation violente? Donc, prévention primaire, vraiment développer une pratique réflexive et bonification des formations. Au niveau de la prévention secondaire, et là, le Centre de recherche a financé le démarrage d'un projet, je veux développer l'approche des premiers soins psychologiques. Rapidement, on sait que le débriefing psychologique, c'est pas bon.
ça ne fonctionne pas, même que dans certains cas, ça va empirer les conséquences du trauma. C'est quoi le debriefing psychologique? Vous avez vécu un événement traumatique, dans 0,48 heures, vous avez une intervention d'1 heure qui vous amène à ventiler puis à parler de vos émotions. Maintenant, les gens, les lignes directrices pour la prévention du trouble de stress post-traumatique disent qu'il faut abandonner cette idée-là. Il faut aller plus dans l'approche de premiers soins psychologiques qui ramène là, dans un paradigme plus humanitaire que c'est pas juste une intervention d'1 heure qui est bonne, c'est quelque chose là, à plus long terme et plus humain et pas nécessairement forcer la personne et aller à son rythme et tout le temps en amenant une veille attentive de l'augmentation ou la diminution des symptômes. Donc, je suis en train de développer une application mobile et une formation en ligne qui va être fournie pour les intervenants, pas pour les intervenants, pour les superviseurs, donc pour les chefs de service. On commence avec eux. On va développer en fait des premiers répondants psychologiques. Donc, un intervenant viendrait de vivre un événement traumatique, mais là, il faudra encore qu'il n'ait pas peur d'en parler à son chef. Ça, c'est une limite que je vais avoir. Et le chef va pouvoir avoir une application qui va l'aider à offrir du soutien à l'intervenant. Parce que ce qu'on se rendait compte avec ma thèse, c'est que, oui, les chefs aimeraient ça soutenir plus leur intervenant, mais ils ne savent pas comment. Puis ils ne savent pas comment s'y prendre. Puis des fois, c'était juste, bien, appel santé, sécurité au travail. Et là, on sait que les intervenants, quand ils partent dans ce filon-là, généralement, on les perd ou ils n'aiment pas ça. On a un autre projet aussi qui est en cours depuis 1 an. Puis je vous avais présenté les petits flyers. Hein? Est-ce que tout le monde le connaît, le projet? Je vous le rappelle. On est en train d'évaluer. Vous avez l'équipe IPT à Montréal, l'équipe intervention post-trauma. Et on veut savoir si c'est efficace. Donc, ça va être important de participer. Je vous dirais que les nouvelles sont meilleures. Hein? Là, on était venu vous voir il y a 2 mois parce qu'on avait peut-être atteint 20 du recrutement en 1 an. Mais là, déjà, on a monté, je pense, à quelque chose comme 35-36 en l'espace d'1 mois et demi. Donc, c'est bien. Donc, dans le fond, l'IPT, c'est quoi? C'est une intervention brève axée sur le trauma, mais par des pairs aidants. Donc, il y en a d'entre vous qui ont été formés. Un intervenant vient de vivre un événement traumatique, peut faire appel à l'équipe d'intervention post-trauma et il va avoir à peu près 5 séances où il va avoir un petit peu l'équivalent d'une thérapie TCC axée sur le trauma brève et qu'on veut voir si ça va diminuer l'émergence du TSPT. Ça, c'est pour la prévention secondaire. Et sinon, pour la prévention tertiaire, c'est sûr qu'au Centre d'études sur le trauma, on est en train d'évaluer beaucoup tout l'aspect de la thérapie cognitivo-comportementale axée sur le trauma et aussi toutes les astuces de retour au travail. Mais là, je vais vite parce que c'est moins important. Et dans le fond, c'était le but de la présentation, c'était un peu vous présenter la notion de la violence vécue par les intervenants, les stresseurs, et qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on est vraiment dans le souci d'améliorer le soutien offert aux intervenants. Parce que moi, je pars du fait que si on va avoir une bonne prestation de service puis aider les jeunes, je pense qu'il va falloir commencer à mieux encadrer, mieux soutenir les intervenants. Je vois les intervenants sont là. Oui, oui, oui. Donc, en fait, je vous ai mis, je ne sais pas si tu remettais une version copie de la présentation pour les gens qui la veulent. Moi, ça ne me dérange pas. On va passer les autorisations pour en discuter, mais oui, si t'es ouvert à la rendre disponible, on va la rendre disponible. Écoutez, fait que là, je vous ai mis un petit peu aussi des ressources d'aide. Là, excusez, ça ne paraît pas bien en bas, là, mais on a des première ligne, deuxième ligne, si jamais vous voulez plus d'aide au niveau individuel. Et sinon, pour résumer de cette conférence-là, beaucoup plus exhaustive, on a un livre qui va sortir en 2017 sur les meilleures pratiques pour les traitements des événements traumatiques. Et j'ai un chapitre sur les travailleurs victimes d'événements traumatiques qui résume pas mal ce que je vous ai montré aujourd'hui. C'est sûr que je l'ai plus axé santé, services sociaux, pas juste intervenant en protection de la jeunesse, mais les recommandations s'appliquent autant. Donc, il me vous reste 5 minutes de questions. Mais je suis disponible encore plus longtemps.